Bonsoir à tous et à toutes. On va commencer. Désolée du petit retard, mais il en valait la chandelle. Merci beaucoup d'être ici ce soir à l'Institut national d'histoire de l'art dans cette nouvelle séance du cycle qui s'intitule L'état de l'art et qui a lieu toutes les semaines pour parler d'actualité en histoire de l'art, édition, exposition, projets de recherche. Donc toutes les semaines, nous accueillons des chercheurs et des chercheuses, des conservateurs et conservatrices du patrimoine. Et ce soir, je suis vraiment ravie aussi de laisser la place à nos partenaires de la Galerie Colbert, avec qui on travaille pas forcément quotidiennement, mais de façon très régulière. Et donc ce soir, nos collègues de l'EHESS pour venir présenter l'ouvrage issu d'entretiens d'Hubert Damisch et qui s'intitule Centrer les marges. Une discussion qui associera Giovanni Carreri, Sabine Guermouche et Daniel Lesmes. Que je peux présenter très succinctement parce que si je les présentais dans toute leur réalisation, ça pourrait prendre l'ensemble de la séance. Mais Giovanni Carreri est directeur du Centre d'Histoire et de Théorie des Arts à l'EHESS, où il est par ailleurs directeur d'études. Il est aussi responsable du groupe de recherche Art contemporain et temps de l'histoire, donc en partenariat avec l'EHESS et l'École nationale des beaux-arts de Lyon. Sabine Guermouche est ingénieure d'études dans le même centre de recherche, est en charge notamment de la valorisation des archives d'Hubert Damisch et aussi chercheuse associée à l'IMEC sur ces mêmes questions, je crois bien. Et Daniel Lesmes est professeur d'histoire de l'art à l'Université Complutense de Madrid et ses travaux portent sur la théorie critique de l'art moderne et contemporain. Et il a notamment effectué des recherches à l'EHESS, je crois bien, à une époque. Voilà, je laisse tout de suite la parole et puis je serai là aussi au moment des questions pour vous faire passer le micro. Merci beaucoup à tous les trois et bonne séance à tous et toutes. Alors merci à l'INHA de nous donner cette possibilité de présenter ces petits livres qui s'appellent Centrer les marges et qui coûte 8,50 €, un peu plus qu'un sandwich, mais je pense que il y a vraiment beaucoup de choses à lire. Avant de passer la parole à mes camarades, je voudrais aussi remercier les éditions de l'EHESS et Mattia Gallo, je ne sais pas où il est là, qui a fait une bonne partie du travail. Disons, un tiers du travail a été fait par Sabine Guermouche, qui a fait la transcription de l'entretien, un tiers par Mattia, qui a fait des notes magnifiques. Et par moments, on a l'impression que c'est de moi, mais c'est pas de moi, c'est de lui. C'est lui qui a fait toutes les recherches nécessaires d'une manière très soignée et modeste, parce que son nom, il faut vraiment le chercher dans le livre. Et donc, merci Mattia. Et moi, je fais la préface parce que je suis tombé dans un piège. L'éditeur de l'EHESS à l'époque, c'était Étienne Anheim, et m'a dit, veux-tu faire l'introduction de l'entretien de Damisch? Je dis oui. Et après quelques semaines, j'ai compris que non, qu'il fallait faire une introduction à Damisch en général. Alors ça, c'est tout autre travail et qui n'avait pas été fait, donc je suis content de l'avoir fait. C'était loin d'être simple parce que, comme vous le savez, si vous connaissez un peu le travail d'Hubert, il est loin d'être linéaire et il est très rétif à toute forme de synthèse. Donc voilà, j'ai quand même essayé. J'ai quand même essayé. Donc l'idée de publier cet entretien est venue quand j'ai vu que mon camarade Pierre-Antoine Fabre avait édité un entretien de Louis Marin qui était très bien édité et très beau. Puis il y a ici beaucoup d'autres auteurs, Lévi-Strauss et de Fred. C'est très riche. L'idée est de mettre sur papier des échanges verbaux, des échanges improvisés, où souvent ces auteurs se livrent d'une manière plus claire, plus ouverte, plus accessible aussi que dans leurs écrits. Enfin, en tout cas, c'est le cas de cet entretien, je pense, dont je dirai quelques mots plus tard. Et je me suis souvenu que j'étais dans une voiture et j'ai écouté la radio, France Culture, et Damisch participait à une émission qui s'appelait Les Bons Plaisirs, je crois, où il parlait de jazz. Après, on n'a plus jamais retrouvé, mais quand j'ai parlé à Sabine d'une idée de faire la même chose, de faire une édition de l'un des nombreux entretiens que Damisch a donné,
à France Culture, elle a trouvé cet autre entretien qui est très précoce, hein, parce qu'il date de 1976. Et donc, de là est partie toute cette opération d'édition. Nous avons pensé de nous diviser un peu le temps en trois parties, de petites prises de parole, je le rappelle à mes voisins, non pas plus que 10 minutes chacun, pour faire apparaître certains aspects qui ne sont pas strictement liés à ces livres, mais plutôt à l'actualité du travail d'Amish, à savoir comment il est repris, étudié par des chercheurs qui ne l'ont pas connu, de quelle manière il a atterri en terre espagnole, notamment avec Daniel Lesmes, qui nous racontera l'arrivée, l'atterrissage de Amish à Madrid, et Sabine Guermuche, qui est en charge des archives d'Amish à l'IMEC, rendra compte un peu de ce qu'il vient de ces archives, mais aussi des projets de publication. C'est donc un penseur d'Amish qui continue de produire des effets. C'est un mot qu'il aimait beaucoup, les mots effets, que je vais reprendre peut-être si le temps me donne l'occasion. Donc là, je passe la parole à Daniel, qui fait l'effort de parler français. Donc il va peut-être un peu lire, mais bon, tu fais comme tu veux. Merci Giovanni, c'est un honneur d'être ici à l'occasion de cette présentation de ce livre de Hubert Amish. Oui, merci Sabine aussi, parce que tu me l'as donné à lire il y a quelque temps. Merci beaucoup Sabine, merci beaucoup Giovanni, et pour votre générosité. Je suppose que, paradoxalement, mon piètre usage du français est la seule chose qui puisse justifier ma présence ici. Puisque je viens du pays qui semble avoir toujours été le plus éloigné de la France, c'est-à-dire l'Espagne. Hubert Amish s'entretenait avec l'Espagne en relation très particulière, peu connue, précoce, sans doute, mais que je voudrais évoquer ici, reconnaître publiquement pour l'histoire de l'art philosophique qu'il nous a légué. De manière surprenante, cet héritage de Amish faisant actuellement un renouveau de l'esprit philosophique de l'histoire de l'art dans nos universités espagnoles. Très peu traduit d'Amish. Nous avons seulement l'origine de la perspective, les jugements de Paris et peu d'autres textes. La réception en Espagne de la pensée d'Amish a été tardive. Et c'est surprenant non seulement parce que Amish il est dans l'origine de nombreuses approches issues de la célèbre revue Octobre, comme vous le savez, mais aussi c'est surprenant parce que la récupération démocratique de l'histoire de l'art en Espagne, de l'université en général, a été en grande partie l'effet d'étudiants de Francastel, avec lesquels Amish entretenait des relations étroites. Je pense surtout à Julián Gallego et dans une certaine mesure aussi les Argentins Damien Bayón, dont les archives se trouvent à Grenade. L'un des premiers textes d'Amish a été publié en Espagne, un texte dont je ne suis pas sûr que vous disposez en français, à exception de Sophie Bérévy, qui connaît tout d'Amish et du Buffet.
Et je voudrais rappeler ce texte parce qu'il fait expressément il a fait expressément pour la première exposition de Dubuffet à Madrid au début des années 1990. Et Damis a donné une description surprenante d'une certaine géographie de mon pays, situé dans le désert qui s'appelle d'Albanilla, en Murcie, je ne sais pas, Murcia. Et il dit, quand on va à Grenade depuis Alicante, dit-il après Murcie, la route traverse une région très étrange. Ce sont les seuls paysages qui m'ont fasciné, les seuls qui me reviennent souvent en mémoire. Des montagnes absurdes qui semblent avoir été modélées par l'homme. Montagnes plus enfoncées qu'élevées, percées de trous, des petits trous, qui sont des maisons d'où s'élève parfois de la fumée, mais dont on voit à peine les locataires. De quoi vit-il ou de quoi vivent-ils à cette époque? De quoi vit-il à l'époque? Je crois que c'est vous, que c'est toi, Giovanni, qui avez remarqué que dans l'introduction d'un bel entretien, que même lorsque Damis parle de lui-même, le jet de ce récit est le sujet en tant qu'il s'expose au travail de l'art. La description que je viens de vous donner est de cet ordre, la description de ce paysage un peu lunaire de la Murcia, de la Murcie. Mais vraiment, c'est une réflexion théorique, quelque chose que le lecteur ne pourra comprendre qu'à la fin de ce texte que j'évoque, où il explique une des idées fondamentales de son œuvre. Ce détour par l'Espagne de Goya était sans doute nécessaire pour Damis, comme il le dit lui-même, et même le retard qu'il a dû prendre puisqu'il se déplaçait apparemment en Vespa, la motocyclette, pour toute l'Espagne. Mais je voudrais ici les citer un peu près. L'art, il dit au fond de ce texte, l'art ne sera rien. Il ne voudrait pas une heure de travail, ni une minute d'attention, s'il n'avait pas la résistance qu'il suscite, à nous lorsque sous l'effet d'un déplacement calculé ou non, le fond devient transparent à travers les figures et l'informe se fait jour dans ces lieux que nous voudrions infranchissables, normalement réservés à la forme. Ces choses informes, la informe que Damis pouvait percevoir comme l'histoire est perçue dans les montagnes désertiques d'Albanilla, à Murcie, ne pouvait que correspondre à ces gens, ces peuples, dont il voulait probablement interroger les pouvoirs dans les œuvres de Goya. Des gens comme nous tous, je veux dire, les peuples. La pensée de Damis est à la fois compliquée et enrichie par la dialectique du fond et du figure. Il l'a fait parce qu'il a parti de l'idée qu'un tableau, et je dirais même toute image, implique une négation de l'arrière-plan, c'est-à-dire du fond. Et pourtant, cette fond réapparaît
comme dans un retour du refoulé. C'est du moins ainsi qu'il lira très tôt la définition bien connue de Panofsky, selon laquelle tous les systèmes de la perspective reposent sur le fait que la représentation, Vorstellung, du support matériel de l'image est remplacée, ici le mot en allemand est Bertrand, par les représentations du plan transparent à travers lequel nous croyons regarder un espace imaginaire. Pour situer ici un lieu freudien et affirmer que le régime de la perspective implique le refoulement au sens analytique du terme du support, il suffira à Damisch de le dire que le régime de la perspective implique le refoulement au sens analytique du terme du support du tableau. Damisch n'aura eu que traduire le terme allemand, Bertrand, comme on le fait habituellement avec les textes de Freud, comme le fait par exemple Jacques Lacan dans le séminaire de 1955, par les refoulés. Les refoulés. Ce n'est pas seulement le déplacement, c'est les refoulés. La vertu de ces petits livres que nous avons ici, que j'adore, c'est magnifique. Mathieu, tu as fait un grand travail, c'est magnifique. La vertu de ces petits livres est de nous montrer un Damisch en pleine effervescence, je ne sais pas, excusez-moi l'accent, effervescence, non, ça dit, intellectuelle. Nous sommes dans l'année 1977 et un autre démontrait très clairement comment il inaugure une certaine façon d'aborder philosophiquement l'histoire de l'art. Damisch nous a montré que ce n'est qu'en pensée avec les œuvres d'art et pas tellement sur les œuvres d'art que nous pouvons les connaître. C'est très important. Il s'agit d'une histoire de l'art qui ne traite pas les œuvres d'art comme des choses, et pas non plus comme des images quelconques. Et il faudrait, je pense, peut-être travailler sur la spécificité artistique de l'image, dans ce sens de Damisch, mais qui tente de comprendre notre propre constitution, anthropologiquement je parle, notre propre constitution comme être humain, qui se fait généralement à travers le langage verbal, comme tout, c'est clair, mais Damisch l'a dit à partir du silence des œuvres de l'art, à partir du silence des images. J'ai souligné, pour finir, 3 points du livre, qu'il peut être y en avoir 2 autres, mais pour moi, étaient très importants. Premièrement, Damisch montre ici très clairement son utilisation de la psychanalyse dans une discipline, l'histoire de l'art, dont l'objet a besoin d'être reformulé. Sa manière de travailler, cette capacité d'entrecroiser, les problématiques que fait déborder Damisch à chaque phrase est liée à la loi, il dit, loi de l'attention flottante. C'est très important. Il cite à George Braque, quand Braque dit qu'il attendait de peindre il n'entendrait pas de peindre les choses, mais ce qu'il avait entre les choses. C'est le mouvement très important dans la théorie de Damisch. Entre les choses. Cela conduit à qualifier sa pratique il dit, c'est magnifique, revue de détails. Non? Les revues de détails.
les revues de détails. Notons que Damis ne parle pas du détail, mais de son revue. Il y a la psychanalyse et la phénoménologie ensemble, tout comme Damis introduira excusez-moi, les problèmes du langage à partir de la sémiotique. B. Second point. Dans le même ordre de cette idée, je trouve éclairant et je crois aussi très juste, même en termes de justice, l'expression qu'à un certain moment un chrétien lui permet de nommer sa pratique par un néologisme. Ce mot est hystéorie. Et l'expression complète que Damis nous offre, c'est « Je propose une hystéorie de l'art ». C'est magnifique, c'est magnifique. Hystéorie. Et cette évidence des premiers chapitres de la théorie du nuage, en effet, les premiers mots que nous pouvons lire là, dans ce magnifique livre, c'est signe et symptôme. C'est très important pour comprendre ça, que Damis travaille sur ça. Cette histoire de l'art est codifiée à partir du moment où l'œuvre d'art est un symptôme, et non pas un détail, mais un déchet, un symptôme. Et c'est pourquoi il parle d'une iconologie analytique. Cette allusion évidente, d'ailleurs, à la relation intime entre théorie et histoire. Théorie signifie, pour les Grecs anciens, non seulement contemplation, mais aussi parade, procession, et avec donc une composante historique. C'est très intéressant. Les mots, c'est très intéressant. Le mot théorie, il veut dire les process, les chemins. Il y a un chemin dans la théorie. Et cela a été fondamental pour fonder auprès de plusieurs départements universitaires en Espagne cette idée de la théorie comme un procès et de l'histoire. Ça a été très fondamental pour nous, pour fonder un séminaire de plusieurs universités inspiré en Hubert Damis et son texte fondateur qui s'appelle « Historie et théorie de l'art ». Enfin, je soulignerai une surprise que l'on trouve dans ce livre, pour finir, sous le nom, le troisième concept, que c'est incroyable pour moi, court-circuit. Ça s'appelle court-circuit, non? Ça dit? Oui. Et Giovanni Carreri, ici, François, le souligne dans sa magnifique introduction. Cette notion précise aussi l'orientation de la pensée de Damis vers une certaine philosophie de l'histoire, à mon avis. Et moi, que j'ai fait ma thèse en philosophie avec la philosophie de Walter Benjamin, je me demande si sa philosophie de l'histoire et sa théorie de l'interruption ne font pas partie de ces lectures. C'est du moins ainsi qu'il faut penser les courts-circuits. Dans un court-circuit, il y a, dit Damis, l'idée d'un circuit court, c'est-à-dire de quelque chose qui raccourcit, non? Raccourci. Un court-circuit ne se traduit pas nécessairement par l'interruption du courant. Souvent, un court-circuit se traduit par un bref clignotement très violent, après lequel on ne voit plus rien.
Ce n'est pas tout à fait exact parce qu'il y a, c'est le magnifique, il y a un petit instant de lumière. Il y a du moi, ainsi qu'il faut penser il y a un instant où l'on aperçoit quelque chose. C'est l'instant. C'est pour ça que je dis comme la relation avec la notion d'interruption benjaminienne. Pour moi, c'est ainsi que fonctionne ce livre. Et je ne peux pas m'empêcher de les mettre en relation avec ce qui se fait de plus actuel maintenant dans l'histoire de l'art. C'est un ouvrage, pour moi, très inspirant, ce petit livre. Et pour moi, c'est un grand livre, parce que c'est très clair, Et j'espère qu'il sera bientôt traduit en espagnol, j'espère. Merci beaucoup Daniel. Et donc Sabine, je te laisse la parole. J'ai un micro. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci Mathia, encore une fois. Est-ce que je dois vraiment te féliciter? Si. Tu as fait un travail extraordinaire. Et notamment pour la note, tu as retrouvé l'article de Alexandre Coiré sur une traduction de Cassirer, d'un premier article de Cassirer. Bravo, vraiment bravo. Donc je vais vous parler très rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, de la situation des archives d'Hubert Damisch, qui elles-mêmes seront bientôt ouvertes à la consultation. Et j'en suis très heureuse, parce que ça a été un travail de longue haleine. Qui a pris plus de 6 ans, je crois. Et c'est un fonds très important, avec 180 boîtes, donc c'est énorme. Tout n'est pas encore ouvert à la consultation, mais en juillet, vous pourrez consulter en fait ce qu'on a indexé, et donc qui correspond à un ensemble de dossiers thématiques qui rassemblent des documents hétérogènes autour de son œuvre. Donc, il y a tout ce qui concerne ses premières thèses, parce qu'il y a eu des premières thèses. En fait, il n'y a pas eu qu'une seule thèse. Il n'y a pas eu que la théorie du nuage. Il y a aussi la première projet de thèse autour de Goya, dont Daniel a parlé, sous la direction de Franck Castel, et puis il y a eu une autre thèse aussi qui devait être une thèse d'État sous la direction de Pierre-Franck Castel et André Chastel, une thèse en architecture. Donc cette première partie sera ouverte à la recherche dans le courant de l'été, et puis voilà. Donc l'instrument de recherche qui décrit cette série fait déjà 80 pages, donc c'est énorme, juste pour la section d'auteur. Donc les dossiers de travail d'Hubert Damisch sont vraiment à l'image de sa pensée, très stratifiés, et sur certains sujets extrêmement poussifs et exhaustifs. Et donc je pense notamment à un projet d'ouvrage qui n'a jamais été édité, mais qui le sera normalement très bientôt, la machine d'Orvieto, autour des fresques de Signorelli à Orvieto, et qui s'intéresse à la question de Freud et de l'image, et qui sera édité par Angela Mangoni, et dans la collection de Jérémy Köring, Les apparences, chez Actes Sud. Il y a aussi d'autres éditions en préparation, celle entreprise par Marco Assenato, qui est philosophe et spécialiste de l'architecture, qui enseigne à l'école des Beaux-Arts, et qui poursuit donc un projet qui a été engagé par Jean-Louis Cohen autour d'une édition anglaise intitulée Noah's Ark, qui avait été menée par l'historien de l'architecture Anthony Vidler. Anthony Vidler avait enseigné l'histoire de l'art et de l'architecture à Princeton, et donc là, ce sera aussi prochain.
Et il reforme un peu le projet en proposant une anthologie des écrits architecturaux d'Hubert Damisch. Et le titre pour l'instant retenu est « Après le déluge, l'architecture comme objet théorique ». Et donc l'ouvrage devait être publié chez Flammarion. Et puis avec Gabriel et Cabello et Daniel, nous préparons l'édition des actes du colloque que Gabriel et Daniel ont proposé en novembre 2023 au Círculo de Bellas Artes de Madrid. Et cet ouvrage est intitulé Hubert Damisch et le travail de l'art. Et donc il ne devrait pas tarder à paraître aux éditions Sans Soleil grâce à la pugnacité de Gabriel Cabello. Et l'édition sera bilingue, espagnole et française, avec des contributions de Mathieu Baumann, Elisa Coletta, Georges Didier Huberman, Thierry Dufresne, Terry Van Damisch, Guillermo, avec l'entretien que tu avais fait avec Guillermo Gay Pedro, c'est ça, Guillermo Pedro, et avec un texte également d'Hubert Damisch. Donc voilà, moi je ne vais pas vous en dire plus pour l'instant. Je remercie encore tout le monde d'être là. Et on va, je crois que j'ai besoin de vous, Lucie, parce qu'on a un petit extrait sonore. De l'art, on sait qu'il s'est toujours précédé lui-même. Il y a ces analyses admirables de Leroy-Gourand qui nous dit on ne peut pas poser la question de l'origine de l'art, puisque l'art est déjà là avant même qu'il apparaisse. On sait par exemple qu'à une époque très ancienne, bien avant l'époque des fresques de Lascaux, qui ça se compte par dizaines, centaines de milliers d'années peut-être, on sait que certains éléments, certains traits esthétiques étaient déjà présents dans le comportement des populations préhistoriques. Par exemple, le fait que ces populations collectionnaient des pierres qui avaient des formes bizarres. On a retrouvé des accumulations de ces pierres dans les sites préhistoriques. Le fait qu'elles collectionnaient des colorants, des morceaux de colorants. Le fait qu'à une certaine époque, on a commencé à écraser de la couleur ocre autour des foyers, autour des sépultures. On ne peut pas parler d'art là, à ce moment-là, mais l'utilisation de la couleur, c'est déjà bien un trait esthétique. Donc, si vous voulez, d'une certaine manière, l'art se précède lui-même. La question de l'origine ne se pose pas. Et il est évident que la question de la subjectivité du sujet non plus ne se pose pas à ce niveau-là. Et par contre, quand vous voyez les bisons de Lascaux, la question du sujet, qui a fait ça, qui regarde ça, ça commence à se poser. On entre dans un tout à fait autre système. Donc, il est évident que cette question de l'origine de l'art, c'est en même temps question de l'origine du sujet. C'est une question qu'on ne peut pas ignorer, qu'on ne peut pas poser et qu'on ne peut pas ignorer. C'est la même question, au fond, que celle d'une littérature populaire, parce que lorsqu'on lit Mircea Eliade, on s'aperçoit qu'il est absolument impossible de décider s'il y a une origine populaire du mythe ou si c'est une origine savante. Oui, le mythe se précède toujours lui-même, lui aussi. Il se précède toujours lui-même pour cette bonne raison, comme dit Lévi-Strauss, que c'est pas les hommes qui parlent les mythes, c'est le mythe qui parle les hommes. Donc il est toujours là avant. Qu'est-ce que c'est qu'un mythe qui parle les hommes? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Donc j'ai voulu qu'on entende, même si on ne comprend pas tout, la voix d'Hubert dans cet entretien, parce que à la réécouter, j'étais impressionné par la rapidité de sa manière, de son énonciation. La vivacité qui est très très présente dans tout l'entretien, même à l'écrit ça se sent, et l'abondance de points d'interrogation. Peut-être que dans 1 minute 30, il y en a 6 déjà. Et c'est un peu une des caractéristiques de cet entretien, c'est que Damisch, au lieu de répondre, reformule les questions en général. Il renvoie les questions à son interlocuteur, voire les reformule. Et c'est un jeu d'escrime, de ruse. On voit une pensée agile, très agile, et qui va où elle veut aller et qui se laisse pas diriger par son intervieweur, qui est un poète à l'époque assez important, Mathieu Belbezet.
qui lui pose des questions, Damisch dit insidieuses. Par exemple, sous la forme même de l'entretien comme genre littéraire au début, et puis ensuite sur la dispersion qui serait celle de son œuvre à l'époque où cet entretien est proposé, c'est-à-dire quand Damisch, qui a 49 ans, a publié 3 livres. Il a publié Théorie du nuage, une monographie sur Valerio Adami et le recueil Rupture Culture, dans lequel les sujets sont les plus variés. C'est-à-dire il y a un tombeau pour l'os, il y a un texte contre le livre de poche. Apparemment, on s'y retrouve, enfin c'est très hétérogène. Et donc il commence par faire une défense de la dispersion. Il dit, j'ai un peu souffert de cette dispersion dans mon travail. J'ai eu l'illusion un jour de trouver une forme d'unification, puis j'ai compris que la dispersion m'est nécessaire. Et c'est là qu'est introduite cette notion analytique dont parlait Daniel, de la tension flottante. Sans dispersion, dans les récits du rêve, d'éléments qui, à un moment donné, se mettent en constellation entre eux. Il n'y a pas d'analyse au sens psychanalytique. Et c'est une première audace de la part de Damisch, en 1976, un historien de l'art, de dire attention flottante aux objets de l'art, au discours de l'art, c'est-à-dire une sorte de condition d'évitement de toute logique préconçue, est une ouverture à quelque chose qui peut se produire, qui peut se passer. D'où la notion de court-circuit ou de circuit court, dont j'avais pas la sensation qu'il puisse être si importante. C'est cet entretien qui a attiré mon attention sur cette expression de court-circuit. L'exemple que je donne dans la préface, c'est les nuages, en effet, qui, au Moyen-Âge, est un élément qui fait le lien entre la terre et le ciel, et puis avec l'invention de la perspective devient ce qui résiste à toute forme de mesure, de rationalisation, et qui entre donc dans un circuit qui n'est pas celui uniquement de l'art, mais celui des sciences, de l'astronomie, des sciences géométriques, des projections. La relation avec la science est très importante pour Damisch à cette époque. Elle va l'être encore plus dans Théorie du nuage, parce que il s'est demandé souvent si l'histoire de l'art n'était pas plus proche de l'histoire des sciences que de l'histoire tout court, enfin en tout cas de l'histoire de l'histoire des événements, de l'histoire sociale. Pourquoi? Parce que une invention scientifique, elle parle à son temps, mais ce n'est pas dit qu'après elle s'arrête de parler à d'autres temps et qu'elle n'entre pas dans des constellations qui ne sont pas celles seulement de l'époque qu'il a produite. De là découle cette réaction qu'il a à propos de l'idée que les œuvres sont les effets de la culture qui les produit ou de l'époque qui les produit. Damisch dit non, je ne veux pas entendre parler de ça. C'est plutôt les œuvres d'art qui produisent des effets. Et c'est plutôt les œuvres d'art qui sont productrices d'effets autour d'elles, comme une découverte scientifique peut l'être. Donc, première réponse sur la défensive, sur la question de la dispersion de son travail, qu'il dit avoir fini par accepter. Donc, maintenant, il se présente comme beaucoup plus assuré dans ses positions. Les mots méthode lui échappent un moment, mais il revient tout de suite. Il dit non, c'est pas une méthode, mais disons approche alors. Et donc il vient d'être élu à l'école des hautes études. Il a derrière lui ce 2 livres. Et si on écoute l'ensemble de l'entretien, on voit Damisch
très frais, très déterminé, avec un projet de refondation de l'histoire de l'art assumé, avec beaucoup d'énergie. Je pense que l'époque s'y prêtait avec disons, des changements épistémologiques apportés par le structuralisme, par la prise en compte de l'analyse dans tous les domaines, sauf peut-être dans l'histoire de l'art, qui est une discipline très conservatrice. Et donc, il entame une sorte d'antagonisme vis-à-vis de l'histoire de l'art patrimonialiste, nationaliste et biographique de cette époque. Je rappelle, juste pour l'anecdote, qu'à un moment donné, Damisch a été impliqué dans la conception de cet institut, l'Institut national d'histoire de l'art. C'était un moment où les socialistes étaient au pouvoir, et par l'intermède d'un linguiste dont le nom m'échappe maintenant, mais enfin, ça va venir, il avait été appelé à concevoir le projet de l'INHA, et c'était Institut international d'histoire de l'art. Donc c'est déjà tout à fait autre chose. Alors, dans l'antagonisme qui a fait en sorte qu'il affronte surtout la figure d'André Chastel, qui était un peu le chef de file de l'autre histoire de l'art, mais qu'on ne peut pas réduire à une histoire de l'art. Chastel n'était pas sûrement un peu nationaliste, patrimonialiste aussi, mais enfin c'est aussi quelqu'un qui a travaillé dans la direction de l'iconologie. Donc dans cette contraposition, Damisch a fini par assumer un rôle très, très important, et qui était important pour lui parce que il a souvent senti une forme d'arrogance et d'exclusion de tout ce que venait de l'école des hautes études, de toutes les histoires de l'art qui n'étaient pas celles qui se faisaient à Paris 4. Et dans l'introduction, je dis cette contraposition, Damisch l'a gagnée. Et Matti m'a demandé, explique un peu ça, comment il l'a gagné. Comment il a gagné. Je pense qu'il a gagné pas seul, hein, il a gagné avec beaucoup d'autres, et que l'histoire de l'art d'aujourd'hui ressemble plus à ces projets que Damisch expose, pas dans les détails, pas dans la tension flottante, mais au moins dans l'ouverture sur l'anthropologie, qui est un élément qui est fondamental pour lui. Il voulait être anthropologue, et ses livres d'anthropologie sont assez étonnants pour la quantité de notes et d'observations qu'ils contiennent, surtout Lévi-Strauss, mais aussi beaucoup d'autres anthropologues, pour une ouverture, disons, au-delà du nationalisme. Mais c'est aussi l'art contemporain qui a fait en sorte qu'une certaine histoire de l'art ne puisse plus se présenter comme dominante, imposant des objets qui sont toujours les mêmes. Enfin, tout a changé. Mais Hubert, je me souviens même dans les dernières années de sa vie, n'était pas sûr. Il n'était pas sûr qu'on avait gagné. Je lui dis, Hubert, on a gagné. Il me dit, non, faites attention. Il se méfiait. Je pense qu'il aimait tenir ses positions qui probablement ont été pour lui une manière de construire une identité marginale, comme dit le titre de ce petit livre, les marges, il y tenait beaucoup. Donc, Daniel a dit beaucoup de choses, donc je vais peut-être répondre quelques éléments qui sont présents dans ces livres avant de vous donner la parole. On a parlé de la tension flottante, on a parlé de Damisch et de l'anthropologie. L'anthropologie dans le sens large du terme, c'est-à-dire aussi la manière dont on peut pas concevoir les œuvres d'art uniquement comme des objets à cataloguer dans des musées, mais que certaines œuvres d'art ont un rôle phare dans la vie de celui qui s'y laisse prendre. Alors pour Hubert, c'était Orvieto, c'est certains films, et donc un rapport avec l'art qui n'est pas objectivant, qui n'est pas, disons, de distance scientifique,
où il s'agit de ne pas mettre entre parenthèses la subjectivité de celui qui nous conduit dans ces réflexions et ces analyses, sans tomber dans les subjectivismes faciles, spontanés. Donc il invente beaucoup de solutions pour ça, pour se mettre en scène en tant que sujet, sans se montrer. C'est-à-dire qu'il parle à travers des pastiches de Freud, par exemple. C'est Freud qui parle, mais derrière, il y a Damisch qui parle. Donc ou alors, il choisit des formes d'énonciation qui sont, par exemple, le tutoiement, qui était celui de Léonard, et il dit au lecteur, il le tutoie, il dit tu crois que tu devrais faire ça comme Léonard le fait. Donc il cherche par toutes les manières de ne pas échapper à cet impératif qui pour lui était essentiel, de ne pas nier qu'une subjectivité est à l'œuvre, sans vraiment s'exposer à la première personne de manière naïve. Alors le mot exposer, s'exposer est important aussi pour Damisch. Il a écrit un livre, L'amour m'expose, il a réalisé des expositions. C'est une partie importante de son travail parce que dans ces expositions, à partir des traités du trait, dont est issu un très beau film qu'il a réalisé avec Thierry Damisch, Traité du trait, Thierry. Eh bien là, ces courts-circuits, ils sont mis au travail et sous les yeux du spectateur. Il y a Fontana à côté d'une perspective linéaire et les sauts entre ces éléments, c'est au spectateur de les combler s'il peut. Il y a l'autre exposition sous le modèle l'échiquier qui s'appelle Move. L'échiquier qui est une forme qui est très importante pour Hubert parce que l'échiquier c'est les jeux de position. Donc Daniel parlait des jeux de position dans la théorie des danseurs grecs. Et là, l'échiquier, c'est un jeu de relations qu'il faut considérer à l'arrêt. C'est-à-dire, ce qui était avant n'a pas beaucoup d'importance. C'est le moment où les choses sont à l'arrêt, qu'on voit les relations, les possibilités d'inversion, de déplacement des pièces. Donc je disais l'anthropologie au sens le plus vaste du terme et aussi dans le sens d'une relation aux œuvres d'art qui commence avec le cinéma, d'après ce qu'il raconte. C'est vraiment le cinéma qui l'a fait entrer dans ces types de rapports avec des objets qui touchent, qui sont destinés à donner à penser. Et il écrira plusieurs fois que son imaginaire est d'abord formé par l'expérience du cinéma. C'est donc c'est un élément anthropologique et historique dans le sens où beaucoup de personnes de cette génération, et de nous aussi, l'entrée par le cinéma est une entrée qui est un peu l'art d'aujourd'hui, était l'art d'aujourd'hui en tout cas pour Hubert à cette époque. Et l'autre art d'aujourd'hui, c'est l'architecture. Donc c'est l'architecture qui détermine les espaces dans lesquels nous sommes, dans lesquels nous vivons. Donc bien sûr, dans les travaux sur la peinture, notamment l'origine de la perspective, l'architecture a un rôle décisif, très, très important, comme c'est le cas pour ses études sur les villes idéales d'Urbino. Donc l'entretien se poursuit avec des échanges avec son interlocuteur. Rupture, donc ça c'est un autre mot important, ça fait partie c'est les titres du recueil. Rupture, donc d'une part, rupture ça veut dire non-continuité, interruption, comme disait Daniel tout à l'heure.
donc, ça va à l'encontre d'une idée de tradition, de continuité, de partage aussi des connaissances. Une partie de l'histoire et des historiens de l'historienne de l'art s'intéressent à ce qu'on pourrait définir un savoir partagé dont les productions font la culture. Ce qui intéresse Damisch, c'est pas ce savoir partagé. Ce sont les œuvres qui font saut, qui font rupture et qui réorganisent ces savoirs partagés. Donc c'est une perspective qui semble aller dans le sens des avant-gardes, donc rupture, tabula rasa, sauf que Damisch ne tombe pas dans le piège et se rattrape à chaque fois, et donc il renoue des fils avec une certaine forme de tradition qui prend sens à partir de ces moments de rupture. Donc pour répondre à Daniel, certainement Benjamin, que Damisch cite souvent, et je voudrais rappeler aussi qu'avec Didier Huberman, avec Georges, on avait fait un colloque qui s'intitulait Une histoire de l'art d'après Walter Benjamin, qui était largement inspiré par la conception, la philosophie de l'histoire d'Hubert Damisch. Sujet, subjectivité, je n'ai dit quelques mots. Il est rusé. Hubert est rusé, très rusé en général, mais dans cet entretien particulièrement, il dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire théorie? Qu'est-ce que c'est que ce mot ?» Il répond donc ce que Daniel a rappelé, c'est-à-dire la procession, la théorie des muses. Mais il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses qui sont d'ordre théorique, qui ne sont pas de l'ordre de la procession, et c'est la question du sujet. C'est la question du sujet, de la subjectivité, que Damisch aborde à la fin de son livre L'origine de la perspective, quand en réécrivant Foucault, parce que c'est ce qu'il fait souvent, il pose la question de la place du sujet. La place du sujet devant les Ménines pour Foucault, c'est une subjectivité et l'idée, écrit Foucault. Damisch se réfère à Lacan et dit non, c'est une position qui est assignée mais que le sujet ne peut pas assumer, dont il est en quête. Il y a un passage dans ces textes qui m'a toujours beaucoup intéressé, parce qu'à la fin de ce livre assez long, et qui a demandé beaucoup de travail. C'est à ce moment-là que je l'ai connu, que j'ai fréquenté ces séminaires sur la perspective. À la fin, il y a comme un éclaircissement. Souvent, le livre d'Hubert Damisch commence par des contreforts, des défenses. Il faut traverser les défenses pour pouvoir entrer. C'est comme s'il ne voulait pas qu'on rentre dans les livres. Puis quand on est rentré, on a comme une récompense et puis ça avance. Et à la fin, il se pose une question qui est très actuelle, en tout cas pour moi. C'est-à-dire, bon, d'accord, il dit, d'accord, les Ménines, c'est une peinture qui parle de la peinture. Et donc, ça c'est déjà quelque chose. C'est-à-dire que la peinture peut penser, peut se présenter comme un objet qui réfléchit sur soi-même. Est-ce que ça suffit? À l'époque, on se contentait pas mal de ça. C'est-à-dire que d'arriver à montrer qu'il y a de la pensée dans un tableau, c'était déjà un résultat important. Mais Damisch, il dit... tout en parlant de peinture, ce tableau introduit un point de vue sur la subjectivité, c'est-à-dire sur une question philosophique essentielle pour l'époque de Velázquez, comme elle est pour l'époque dans laquelle Damisch écrit. Moi, je pense qu'on peut dire les choses comme ça, sûrement trop simplement, c'est-à-dire que la seule manière pour la peinture
d'aborder des questions philosophiques aussi importantes et générales que la subjectivité moderne, c'est de parler de soi-même. Tout en parlant de soi-même, d'attraper, comme si on lance un filet, d'attraper dans les filets des éléments qui sont pas autoréférentiels, qui sont pas uniquement d'ordre, oui, d'une certaine, ce qu'on peut considérer une certaine stérilité moderniste, dans ce sens où l'objet de la peinture, c'est la peinture, et d'ouvrir sur autre chose, sur quelque chose qui n'est pas de cet ordre-là. Je pense qu'on peut se saluer, remercier encore une fois Liana Shah et Daniel et Sabine et vous tous. Et bon, achetez ces petits livres, faites des cadeaux. Il est facile à transporter. Et je trouve qu'il est aussi très bien édité. C'est un petit objet très bien fait, non seulement du point de vue philologique, mais vraiment comme impression. Donc, merci et bonne soirée à tout le monde.